Bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à une question qui, je pense, nous taraude tous en 2025, presque quotidiennement en fait. Ah oui, laquelle? Face à une offre qui semble un peu trop belle pour être vraie, comment on fait la part des choses? On est bombardé de messages, de pubs, qui nous promettent tout, la richesse, la santé parfaite, le business qui va changer notre vie. C'est devenu un bruit de fond permanent. Et surtout, un brouillard très bien organisé. Exactement. Et c'est justement le sujet du document qu'on analyse aujourd'hui. Un guide de Jean-Louis Dessous qui s'intitule Opportunité ou arnaque. L'auteur part d'un postulat que je trouve très juste. C'est-à-dire, Ce n'est pas l'intelligence ou le niveau d'études qui nous protège des pièges. Ce qui nous protège, c'est d'avoir une méthode. Une grille de lecture en quelque sorte. une grille de lecture simple et robuste. Et notre mission, aujourd'hui, c'est un peu de décortiquer cette méthode. Voilà. L'idée, c'est pas de sombrer dans la paranoïa, Non, pas du tout, au contraire. en criant « toute est une arnaque », mais plutôt de fournir des outils concrets, presque une checklist pour analyser n'importe quoi avec lucidité. Et pour ça, le guide s'appuie sur une étude de cas. Oui, la société Forever Living, pour mettre sa méthode à l'épreuve du réel. On va donc explorer en somme l'anatomie de ces arnaques modernes qui sont devenues incroyablement sophistiquées On va voir la psychologie qu'elles exploitent. et surtout on va se concentrer sur des critères factuels. Le but, c'est de transformer la peur ou la méfiance en une analyse claire et sereine. Alors, commençons par le début. Le livre dresse un état des lieux assez saisissant. En 2025, l'ère des arnaques par mail pleines de fautes d'orthographe, c'est un peu révolu. Ah oui, complètement. Aujourd'hui, on fait face à des opérations de niveau professionnel. Des sites web impeccables, des campagnes sur les réseaux sociaux, de faux témoignages. Même des influenceurs payés pour promouvoir des trucs douteux. L'auteur parle d'une épidémie silencieuse. Silencieuse parce que souvent les victimes ont honte et n'en parlent pas. Et ce qui est frappant, c'est la systématisation. Le document arrive à classer ces pièges en 4 grandes familles. D'accord, des schémas qui reviennent tout le temps en fait. Exactement. Le premier, c'est le grand classique, le schéma de Ponzi. L'argent des nouveaux paye les anciens. Il n'y a aucune création de valeur, pas de produit, c'est juste un transfert d'argent jusqu'à l'effondrement. Ça, c'est la base, mais ça repose sur une absence totale de produit. J'imagine que les arnaques plus modernes ont appris à mieux se camoufler, non? Tout à fait. C'est la deuxième catégorie, les pyramides déguisées. Là, il y a bien un produit, mais il sert d'alibi. À prétexte, en gros. Voilà. C'est souvent quelque chose d'un peu flou, hors de prix, un pack de formation à 2000 € qui contient 3 PDF par exemple. En réalité, le modèle repose quasi exclusivement sur le recrutement. Le genre de choses où personne n'achèterait le produit s'il n'y avait pas la promesse de gain derrière le recrutement. Précisément. La troisième famille est très liée à notre époque, le crypto pump and dump. Ah oui, ça, on en entend beaucoup parler. C'est simple et dévastateur. Des créateurs lancent une crypto sans projet solide, ils organisent un battage médiatique énorme pour faire grimper le prix, le pump, et quand c'est au plus haut, ils vendent tout et le cours s'effondre, le dump. Et les derniers arrivés perdent tout. Et la dernière catégorie, c'est peut-être la plus vicieuse, car elle imite des choses qu'on connaît. Oui, les faux e-commerce, les faux services, des sites clones de grandes marques qui n'expédient jamais rien, ou des coachs sans existence légale qui disparaissent après paiement. Leur point commun, c'est une apparence de légitimité extrêmement soignée. Face à ça, on peut se sentir un peu démuni. Comment on fait pour y voir clair? Et c'est là que le livre propose une analogie que je trouve très parlante. Celle du pont. Celle du pont, exactement. Oui, l'idée c'est de visualiser toute opportunité comme un pont. Une opportunité saine, c'est un pont en béton armé. Il a des fondations solides, visibles, une structure légale, un siège social. On peut l'inspecter, on voit que ça tient la route. Voilà. Il a une architecture claire, un vrai produit, de vrais clients, et surtout, il a fait ses preuves dans le temps. J'aime bien l'image. Et à l'inverse, l'arnaque, c'est quoi? L'arnaque, c'est un pont en carton peint en gris. De loin, à travers un discours bien rodé, il a l'air magnifique, mais dès qu'on s'approche et qu'on commence à poser du poids dessus, C'est-à-dire à poser des questions, à vérifier, exactement. Il s'effondre. La question fondamentale, c'est si on retire le recrutement, est-ce que le pont tient toujours? Est-ce qu'il y a une vraie circulation de valeur, un produit que des gens achètent pour sa qualité? Si la réponse est non, c'est un pont en carton. C'est une image mentale très forte. Mais une image, ça ne suffit pas. Le livre propose une méthode plus structurée, une vraie grille d'analyse. oui, et c'est le cœur de la méthode.
5 critères objectifs et universels. Et ce ne sont pas des critères sortis d'un chapeau, hein. Ce sont les mêmes principes utilisés par la DGCCRF en France ou la FTC aux États-Unis. D'accord. La règle est simple. Si un seul point échoue, c'est alerte rouge. C'est ça. Alors, allons-y. Quel est le premier... Le premier, c'est la valeur réelle échangée. La question est simple. Y a-t-il un vrai produit, un vrai service qui est vendu et consommé? Quelque chose que des gens achèteraient même sans opportunité de gain. Ok. La question à se poser, c'est est-ce que j'achèterais ça à ce prix si on ne me proposait pas de gagner de l'argent avec? C'est un bon test. Le deuxième? Le deuxième, c'est le marché existant et mesurable. Est-ce qu'il y a de vrais clients finaux, des gens qui ne sont pas dans le réseau de distribution? Une entreprise saine a une base de clients bien plus large que son réseau de vendeurs. Sinon, le système tourne en vase clos en fait. En vase clos. Absolument. Le troisième, ça me semble être du bon sens, mais on l'oublie souvent. C'est la traçabilité juridique complète. L'entreprise a-t-elle une existence légale claire dans le PIS, un numéro d'enregistrement, un siège social physique qu'on peut vérifier? Une entreprise honnête n'a rien à cacher, d'accord? Le quatrième critère est un filtre redoutable, la durée d'existence supérieure à 5 ans. Alors là, ça m'interpelle un peu. 5 ans, ça paraît court. On a tous en tête l'arnaque de Madoff qui a duré des décennies. C'est une excellente question. Le cas Madoff était très particulier, c'était un cercle restreint, très opaque. Le critère des 5 ans, ici, s'applique surtout au système de masse ouvert au grand public. Ceux qui sont sous le radar des autorités, du fisc. Voilà. Ces systèmes génèrent forcément des plaintes de consommateurs. L'auteur affirme qu'une fraude de ce type ne peut pas survivre statistiquement plus de 5 ans à cette pression combinée. C'est un très bon indicateur de résilience en fait. D'accord, je comprends la nuance. C'est un test de résistance au monde réel. Et le dernier critère, qui est peut-être le plus décisif, c'est l'indépendance entre produit et recrutement. C'est le plus puissant. Il faut se demander d'où vient l'argent. De la marge sur la vente de produits à des clients ou des frais d'entrée des nouvelles recrues. La règle d'or étant, une opportunité saine fait bouger un produit. Une arnaque fait bouger des gens. Exactement. Cette grille est déjà très éclairante. Mais en plus, le livre liste des signaux rouges, des sortes de quick tells qui devraient nous alerter immédiatement. Oui, 4 signaux d'alerte. Le premier, la promesse de gain garanti. Des phrases comme « revenu passif assuré »,« zéro risque ». Dans le monde réel, le risque zéro n'existe pas. Le deuxième, on l'a tous déjà croisé, c'est cette pression à décider vite. Exactement, l'urgence artificielle. L'offre se termine ce soir. Il ne reste que 2 places. C'est une technique de manipulation pour court-circuiter votre analyse rationnelle. Une proposition sérieuse n'a jamais peur du temps de la réflexion. Le troisième, c'est ce que j'appellerais le syndrome de la capture d'écran. C'est tout à fait ça, l'absence de preuves réelles. Une capture d'écran de gain, ça se fabrique en 2 minutes. Une preuve réelle, c'est un cabis d'entreprise, un contrat. Si la personne s'énerve quand vous demandez des preuves, c'est mauvais signe. Et le dernier a rejoint le premier critère de la grille. Oui, c'est l'absence de produit réel ou un produit qui ne sert que de prétexte. Un e-book de 10 pages, un produit de mauvaise qualité, à un prix exorbitant. Le produit n'est qu'une façade. Bon, tout ça est très théorique. Pour rendre ça concret, l'auteur applique sa méthode à un cas d'étude. La société Forever Living, qui opère dans le marketing de réseau. C'est un choix assez audacieux. Oui, parce que c'est un secteur controversé. Et il faut bien préciser le but, ce n'est pas de faire la promotion ou la critique de cette société, c'est de l'utiliser comme un crash test pour la grille d'analyse. Voir si la méthode fonctionne sur un cas complexe. Voilà, est-ce qu'on peut en tirer une conclusion factuelle? Alors, appliquons la grille en se basant sur les faits du document. D'abord, la durée. Le document indique que l'entreprise a été créée en 1978. Elle a donc près de 50 ans d'existence. Le test des 5 ans est largement passé. L'auteur pose la question, un système frauduleux aurait-il pu survivre à 5 décennies de contrôle dans 160 pays? La conclusion du guide, c'est que non. Ensuite, la traçabilité juridique et le produit. Sur la traçabilité, le livre note une présence légale enregistrée dans ces 160 pays. Pour le produit, il s'agit de produits à base d'aloe vera. Le document souligne que l'entreprise est verticalement intégrée, elle possède ses propres plantations, ses usines. Ce qui assure une traçabilité et un contrôle qualité. C'est ça. Est-ce qui remplit les critères de valeur réelle échangée et de marché existant dans le secteur du bien-être? On arrive au point le plus sensible. L'indépendance entre le produit et le recrutement. Comment le livre analyse-t-il ce point? C'est le point crucial.
Le guide se réfère au document officiel de l'entreprise, la Company Policy. Et selon l'analyse de ce document, la rémunération est basée sur les marges générées par la vente de produits. Il n'y a pas de frais d'entrée obligatoires, ni d'obligation d'achat mensuel. Donc l'argent est généré par la circulation des produits. Structurellement, oui, le pont repose sur la vente de produits. Alors, si le modèle officiel, sur le papier, coche les cases, d'où viennent les critiques, les polémiques, les mauvaises expériences? Le livre aborde ce décalage. Oui, et c'est une distinction fondamentale. Le livre sépare très clairement le modèle structurel de l'entreprise des pratiques déviantes de certains individus. C'est-à-dire qu'un distributeur sur le terrain peut totalement déformer le modèle. Il peut faire des surpromesses. Tu vas devenir millionnaire en 6 mois. Il peut garantir des revenus ou, pire, faire des allégations thérapeutiques interdites. Ces pratiques sont toxiques et illégales. D'accord, mais que fait l'entreprise face à ces dérives? Eh bien, le guide explique que cette même Company Policy interdit formellement ces pratiques. Elle prévoit des sanctions allant jusqu'à la radiation du distributeur. L'argument de l'auteur, c'est « une arnaque encourage les mensonges pour attirer du monde », alors qu'une entreprise sérieuse les punit pour protéger sa réputation. Exactement. La faute de l'individu ne rend pas la structure frauduleuse. C'est une nuance capitale. Ça nous amène à la conclusion de l'analyse. Oui, le livre conclut sur une idée de 3 niveaux de responsabilité partagée. Premièrement, la responsabilité de la compagnie. Son devoir est de fournir un pont solide, une structure légale, des produits de qualité, des règles claires. Ensuite, il y a la responsabilité de celui qui propose l'opportunité. C'est le deuxième niveau, la responsabilité du porteur, le distributeur. Son devoir est d'être éthique, de présenter le modèle honnêtement. Même si la voiture est sûre, un conducteur imprudent peut causer un accident. Et enfin, notre propre responsabilité. On doit jouer un rôle dans notre propre protection. C'est le troisième niveau, la responsabilité du prospect. Notre devoir est d'activer notre lucidité, de poser des questions, de demander des preuves et d'appliquer une méthode d'analyse comme celle des 5 critères. Être acteur de sa décision. Alors, si on devait résumer l'essentiel, que faudrait-il retenir? Le message du guide, ce n'est pas « méfiez-vous de tout », mais plutôt « soyez lucide ». C'est exactement ça. Le monde est rempli d'illusions. Mais avec une méthode simple et factuelle, comme celle du pont ou la grille, on peut apprendre à naviguer dans ce brouillard avec beaucoup plus de sérénité. Il s'agit de déplacer le curseur du jugement de l'émotionnel, ça a l'air génial, vers le structurel. Est-ce que ça tient debout? Et ça nous amène à une dernière réflexion qui dépasse ce cadre. Le livre suggère que dans notre monde saturé d'infos, la compétence la plus précieuse n'est plus de savoir des choses, mais de savoir comment les analyser. De savoir trier, de voir la structure derrière les apparences. Précisément. Cette lucidité, cette capacité à appliquer une grille de lecture critique devient la plus grande forme de liberté intellectuelle et financière. Une pensée puissante pour conclure, la question qui reste, ce n'est donc pas seulement comment savoir si cette offre est une arnaque, mais plutôt comment puis-je développer ce muscle de l'analyse critique pour toutes les décisions importantes